dernière intervention. Alors, il s'agit de Karine Dupinet-Bedford, donc docteur en histoire, qui est chercheur associé au laboratoire PACT, donc nous étions 3 aujourd'hui, et chargée de cours à l'IEPG. Et elle est l'auteur d'une thèse publiée intitulée « Les associations d'anciens déportés », donc de travaux sur les anciens combattants, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Et elle va nous présenter un petit sondage fait parmi les étudiants de l'IEP sur l'Algérie. Alors, tu as 20 minutes. J'ai 20 minutes. Est-ce que tout le monde m'entend là? C'est bon? Bien. Alors, je vais essayer d'être concise en 20 minutes. Donc, j'aimerais avant toute présentation et explication, donc préciser certaines choses. Il est utile de préciser justement quelques éléments qui ont orienté le sondage. La population concernée est étudiante, âgée en moyenne entre 18 et 22 ans. L'âge joue ici un rôle primordial. Cette génération ne connaît le conflit algérien principalement que par son cursus scolaire. Ainsi, l'étude du conflit a été menée en classe de collège et de lycée, suivant les séries, avant de l'évoquer, voire de l'étudier plus précisément dans leur cursus supérieur. Notons également que les étudiants ayant intégré l'IEPG en première année en 2012 ont dû étudier un ouvrage du professeur Lefebvre présentant la thématique. Notons également que l'enseignement du conflit algérien dans le secondaire est présenté comme un conflit dans la thématique du colonial et plus particulièrement comme une guerre de décolonisation. Avec comme seule borne chronologique les événements majeurs, une présentation rapide des acteurs, réduit pour cela à l'État et à l'armée d'une part, et les indépendantistes algériens d'autre part, le choix étant imposé tout simplement par les impératifs de programme, dans lesquels le conflit algérien n'est qu'une partie d'un cours. Le discours qui domine concernant le colonialisme et sa critique ferme. Enfin, la distance chronologique entre le conflit algérien et les étudiants explique aussi majoritairement l'absence de témoignages directs qui auraient pu faire connaître davantage. Le sondage fut proposé aux étudiants sous la forme d'un questionnaire non obligatoire avec des questions ouvertes. L'étudiant propose sa réponse personnelle et fermée. Les réponses sont orientées par des suggestions de réponses. Le sondage n'avait pas de caractère obligatoire, je viens de le dire. 88 étudiants ont répondu au 6 novembre au soir, qui était donc le jour limite pour répondre. Donc, 3 axes ont été choisis pour présenter donc ce sondage, dont vous allez pouvoir prendre connaissance: l'histoire du conflit, la mémoire elle-même et la transmission mémorielle. Alors, l'histoire du conflit. Les 4 premières vignettes portaient donc sur la chronologie même, à savoir donc d'une part les dates de début, dates de fin, le régime politique de la France au début de la guerre et le régime politique de la France à la fin de la guerre. On est là donc dans le bornage du conflit algérien. Eh bien donc, pour les dates de début, 94% ont répondu 1954. Pour les dates de fin, 100% 1962. Le régime politique de la France au début de la guerre, donc la 4e République, à la fin de la guerre, la 5e République. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ici que le poids des enseignements joue. Bien évidemment, la chronologie est acquise, à l'exception du début pour certains. Alors ceci peut être expliqué justement par le factuel lui-même. La guerre ne commence pas par une déclaration de guerre, mais par des faits guerriers qui touchent autant les militaires que les civils. Par contre, la date de fin est sanctionnée donc par les accords d'Évian et les régimes politiques sont bien identifiés. Notons, précisons que les étudiants interrogés sont des étudiants d'Institut d'études politiques. Ensuite, la question suivante portait sur la position des gouvernements sous la 4e République. C'était une question ouverte et donc j'ai relevé les mots des étudiants, donc j'en ai fait une synthèse. On garde l'Algérie française, fermeté, intransigeance, une position forte. Ce positionnement qui est relevé dans le sondage fait apparaître un seul positionnement justement, la fermeté et la volonté de garder l'Algérie française, oubliant les courants de pensée différents qui commençaient à prôner un assouplissement. Pour revenir à ces réponses, cela correspond en fait à la volonté d'hommes politiques comme Guy Mollet, président du Conseil, qui déclare en février 1956 à Alger, sous la pression populaire et au regard des actes
terroriste qui se développe en France métropolitaine à l'encontre des Français, la France doit rester en Algérie et elle y restera. Cela correspond aussi à un renforcement de la présence militaire en Algérie. La question suivante qui s'imposait, c'était peut-être s'interroger sur, on parle donc du conflit algérien, donc d'une question militaire également, s'interroger également sur les connaissances concernant donc le fait militaire. Quelle était la durée du service militaire ? Vous le voyez apparaître, les 3/4 des réponses entre 18 mois et 2 ans, 1/4 des réponses 3 ans, 5 ans, ne sait pas. On a l'impression, non pas des désintérêts, mais peut-être tout simplement, notons que la génération qui a répondu, c'est la deuxième génération après le conflit algérien. C'est également la génération qui n'a pas connu le service militaire obligatoire. Et donc, ce n'est pas le signe d'un désintérêt, mais peut-être le signe peut-être d'une moins grande importance à accorder au service militaire. La question suivante portait sur l'opinion française. L'opinion française était telle. Ils avaient plusieurs choix possibles et les questions étaient orientées au maintien de la situation coloniale, à l'indépendance de l'Algérie, indifférente. Voici les réponses. 79% estiment qu'elle était favorable au maintien de la situation coloniale. 47%, et il faut le noter, favorable à l'indépendance de l'Algérie. Donc, qu'est-ce que l'on peut noter ? C'est que si les divergences politiques ne semblent pas avoir été prises en compte dans les questions précédentes, on voit que les divergences concernant l'opinion l'ont été. C'est intéressant car le lien entre les deux n'a pas été fait. Et pourtant, les actions de certains intellectuels français, comme Simone de Beauvoir, comme Sartre, d'avocats du barreau français, les positionnements de syndicats comme la CGT ou de partis politiques comme le PS ou le PCF, ont largement interagi entre eux, les opposants, les rapprochant et formant la base du changement d'approche de la question de 1958. Alors après cette rapide présentation donc des bornages chronologiques, j'aimerais m'orienter davantage sur la mémoire, c'est-à-dire sur les discours et les représentations. Cette thématique visait en fait à définir les perceptions, les représentations et les discours avec le vocabulaire employé. Justement, la première vignette portait sur le vocabulaire employé. Comment qualifieriez-vous la guerre d'Algérie ? Opération de maintien de l'ordre, guerre. 93% utilisent le terme guerre, 12% opération de maintien de l'ordre. Cela veut dire quoi ? Cela renvoie en fait au discours autant scolaire que supérieur qui définit le conflit comme étant une guerre, alors que le terme n'est officiellement employé que depuis 2004. C'est intéressant à double titre, cela montre une acceptation mémorielle, première chose, de ce qui fut une véritable guerre. Cela renvoie aussi au rôle guerrier des armées sur le terrain. Et d'ailleurs, la question suivante, depuis quand nomme-t-on ce conflit colonial guerre ? 81% des étudiants répondent 2004. Si on évoque la mémoire, on évoque également la mémoire des faits. Alors, quels sont les faits qui ont le plus, été cités par les étudiants? Et donc, les deux événements principaux qui leur étaient demandés. J'ai fait donc une synthèse, et voici ce qu'il apparaît. Ce sont les mots des étudiants. Massacre de la Toussaint, putsch des généraux, bataille d'Alger, accord d'Évian. Qu'est-ce que cela veut dire ? 4 événements s'imposent que l'on peut situer dans 3 thématiques. La mémoire des jeunes générations a donc été frappée par les actes sanglants à l'encontre des populations. La Toussaint de novembre 54 et la bataille d'Alger de l'automne 56 à 57. Par le putsch des généraux également du 22 au 25 avril 1961, qui fut la réaction militaire contre la politique d'autodétermination présentée le 16 septembre 1959. Et la mise en œuvre de la cessation des combats, des accords de paix et de l'indépendance de l'Algérie avec les accords dits d'Évian. Dans le choix retenu, il apparaît clairement que les jeunes générations ont retenu ce qu'on leur a enseigné. Si la question algérienne est étudiée dans son intégralité dans l'enseignement supérieur, suivant les choix de cursus faits par les étudiants, la situation est différente dans le secondaire et là, elle concerne la totalité des jeunes générations. Dans les manuels de secondaire, j'ai regardé qu'est-ce qui apparaît lorsque l'on veut traiter la guerre d'Algérie. Eh bien, on insiste plus particulièrement sur le durcissement des oppositions, des armées françaises qui luttent contre le FLN, l'utilisation de la torture, les attentats perpétrés par le FLN contre les civils, sans rentrer dans les détails,
La position de l'État français avec l'utilisation du terme, par exemple, intransigeance, comme dans le manuel d'histoire aux éditions de Belin de 2012. Et enfin, on insiste sur les accords d'Évian. Ainsi, les réponses apportées dans ce sondage rendent compte de cette évidence. On parle beaucoup de Charles de Gaulle et il me semblait évident qu'il fallait poser une question sur la vision qu'avaient ces jeunes générations de Gaulle. Est-ce un acteur de l'indépendance algérienne, un homme d'État français, un militaire de carrière? 78% répondent un homme d'État français, 43% un militaire de carrière. Et il y a une faute d'orthographe. Donc, comment est-ce que Charles de Gaulle est-il compris? Il est d'abord compris comme un homme d'État français, puisque 78% le définissent ainsi. À cela, il y a une explication claire. Il est l'homme de l'appel du 18 juin 1940, celui qui présente la voie alternative à la politique de collaboration du maréchal Pétain. Ainsi, s'il est le premier résistant de France en 1940, défini comme tel, il se présente sous une voie politique et comme un chef politique avant d'être un chef militaire. On le voit, les définitions donc sont bien plus politiques. Et pourtant, 43%, il me semble qu'il faut également le voir, un militaire de carrière. Là, on peut noter peut-être le poids des enseignements. 43% des jeunes le considèrent comme un militaire de carrière, au vu des enseignements reçus. Alors, pas forcément par rapport au conflit algérien, mais bien plus par rapport à ses combats durant la Seconde Guerre mondiale. Le conflit algérien doit également se positionner lorsque l'on envisage la thématique de la mémoire sur l'action militaire elle-même. Comment est-ce que les jeunes générations regardent, jugent-elles, l'action militaire? Est-ce qu'elle est justifiée ou injustifiée? 55% répondent injustifiée. En fait, cette action, cette réponse renvoie encore une fois à la manière dont on a enseigné également, à savoir que on a adressé donc une chronologie, certes rapide, et donc actuellement les générations suggèrent que l'action militaire était injustifiée à 55%. Notons quand même que 34% estiment que c'est justifié. Injustifié, cela peut, par exemple, on le verra un peu plus tard, renvoyer donc et on en a parlé auparavant, à la situation des harkis. Cela peut être cela, par exemple. Le 34% justifié, eh bien, ça renvoie également donc aux actions militaires qui ont lutté contre les actions donc du FLN, qui ont obéi aux directives politiques données par les hommes politiques français pour maintenir ce qui était encore à ce moment-là une Algérie considérée dans l'empire colonial français. Enfin, donc, si on parle de mémoire, on parle pour des générations qui n'ont pas connu du tout les événements, on parle donc d'ouvrages. Où est-ce qu'ils ont appris ceci en dehors des manuels scolaires? Donc, quels sont les auteurs que vous avez étudiés sur la guerre d'Algérie? 3 auteurs se distinguent. Je reviendrai sur les 2 premiers, Benjamin Stora et Daniel Lefebvre. Benjamin Stora donc, est un historien spécialiste de la question du Maghreb contemporain, de l'Algérie coloniale et des guerres de décolonisation. Daniel Lefebvre est l'auteur dont l'ouvrage Pour en finir avec la repentance coloniale a été donc étudié obligatoirement dans le cadre de la préparation au concours d'entrée en première année en 2012 pour l'IEP de Grenoble. Donc c'est qui explique évidemment que Daniel Lefebvre soit également cité. On a parlé des harkis précédemment et les 2 questions suivantes parlent justement des harkis. Dans la mémoire des jeunes générations, qu'évoque pour vous le mot de harki? Voici les mots qui ressortent le plus souvent. Combattant, Algérien aux côtés des armées françaises, Algérien enrôlé et combattant dans les armées françaises, Algérien servant sous le drapeau français. Donc, si l'on fait la synthèse de ces réponses, il apparaît donc très clairement que les harkis sont des combattants algériens enrôlés dans les armées françaises et ayant combattu pour la France aux côtés des Français. Et donc, ces réponses rendent compte effectivement d'une réalité historique, de la justesse de compréhension des étudiants. Que pensez-vous de leur situation? Je reprends leurs mots. Grands perdants, rejetés, peu reconnus, peu soutenus et indemnisés. Leur situation est jugée avec sévérité. Ils sont considérés donc comme tels. Ces réponses renvoient à la situation des harkis durant les années 60 et actuelles. À la proclamation de l'indépendance, ils seront pour beaucoup massacrés par le FLN, pourchassés eux et leurs familles. Cette situation expliquant le choix de quitter le sol algérien en même temps que les Pieds Noirs, eux aussi pourchassés et massacrés.
Ce drame apparaît ici sous les termes de perdants. Le terme rejeté concernant les harkis renvoie à l'absence d'un véritable accueil moral, financier, structurel, tout comme pour les pieds noirs, en différents endroits, puisque les endroits, les différents espaces n'ont pas accueilli de la même manière. Pour faire vite, il me reste encore un peu de temps. Peu. Alors, je me dépêche. Mon troisième et dernier axe, le cinquantenaire donc d'une séparation, qu'est-ce que cela évoque en vous? Il s'agit donc d'une question mémorielle, celle de la transmission. Quel impact le conflit algérien a-t-il sur les jeunes générations? Et d'abord, la première question portait sur la séparation. La séparation est-elle un événement positif pour la France, positif pour l'Algérie, négatif pour la France, négatif pour l'Algérie? La question était à choix multiples. Qu'est-ce qu'il apparaît? 94% disent positif pour l'Algérie, 65% positif pour la France. Dans ces réponses, on voit plusieurs éléments. Le premier montre que les jeunes générations qui n'ont pas vécu le conflit algérien et étant nées presque 2 générations plus tard semblent avoir dépassé les traumatismes de ce conflit, jugeant ainsi la séparation juste et positive, puisque permettant l'accès à un pays à son indépendance et le respect par la France de ce principe de souveraineté nationale. Le second élément relève de la structuration des réponses. À 65%, elles sont doubles et font apparaître ce double jugement. Cela correspond aux 3/4 de la jeune génération. Enfin, que pensez-vous de la colonisation? Était-ce un épisode positif, une nécessité politique et économique, un fait honteux? 83% expliquent un fait honteux. Je vous rends simplement compte de ce que pensent les jeunes générations maintenant. Sur votre réaction. Alors j'aimerais pouvoir continuer à achever, je vous remercie. Oh, les réactions, c'est pour après. Hein. Voilà. Donc, en réalité, cela va avec les enseignements qu'ils ont reçus. Le fait colonial est critiqué de manière très ferme dans les programmes, si on ne cite que ceux de l'enseignement secondaire. Ils sont pétris d'éducation civique également, qui rappellent donc les principes de la République, de la Révolution française et des droits de l'homme. Donc les 83% n'apparaissent pas illogiques par rapport à cela. Notons quand même les 37% une nécessité politique et économique. Parce que 37%, c'est un pourcentage quand même important. Eh bien, comment est-ce que l'on peut expliquer ceci? Eh bien, cela font référence également à leur enseignement reçu, à savoir qu'effectivement, historiquement, le fait colonial fut justifié de cette manière pendant la période de la colonisation, et ce fut le rôle qui fut donné, entre autres, aux colonies. Enfin, la guerre d'Algérie est un événement majeur ou mineur dans la politique française, à 97% jugé comme un événement majeur. Ça va donc dans le même sens de ce qui précède. Que pensez-vous donc ensuite de la guerre d'Algérie? Dure, difficile, outil politique, erreur, sale guerre. Ce sont les mots qui ressortent en fait du sondage. La question était totalement ouverte. Les 3 termes, sale guerre, dure, difficile, renvoie donc à l'événement traumatisant pour les différents acteurs du conflit, autant dans les actes que dans les représentations de société, pour lesquelles il existe un avant et un après conflit algérien, un non-retour de fait. Le terme erreur renvoie au choix suivi, sans précision. Au vu des réponses précédentes, on peut donc avancer l'hypothèse explicative suivante. L'erreur peut renvoyer donc, alors par rapport à ce qui précédait, qui vous a fait, vous soulever un peu au colonialisme, mais par rapport également à l'abandon des harkis. Enfin, le terme outil politique renvoie au jeu politique des différents gouvernements, aux pressions internationales aussi qui ont pesé sur la politique française à cette époque. La question commémorative était importante. Avez-vous déjà été à une commémoration liée à la guerre d'Algérie? Ce seront tes derniers mots, hein, Karine. 91% non. Et sinon, est-ce que vous pensez y aller? 57% non. En fait, la commémoration pour les acteurs, pour les témoins, pour les contemporains, est un vecteur de mémoire. Pour les jeunes générations, c'est un outil historique. Et donc, c'est ce qui explique justement ceci. Les 2 dernières questions donc portaient sur la vision des armées, d'une part, pendant le conflit. Est-ce qu'elles ont fait leur devoir ou commis des actes répréhensibles? Je pense que vous allez vous soulever. 97% ont commis des actes répréhensibles. Et ça va encore avec la logique de ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Mais la vision des armées actuelles
Et je vais vite, 70% militaires, humanitaires et pacifiques. Ça veut dire que la vision qu'ils ont de l'armée pendant le conflit algérien est analysée comme une vision historique uniquement. Et pour un événement précis, ce n'est pas généralisé. Ainsi, il me semblait que ce sondage était important et intéressant pour justement peut-être situer j'achève avec quelques mots. Situer donc les pensées des jeunes générations concernant le conflit algérien. J'aimerais juste achever. On se calme. Mais tu te dépêches, Karine. Le questionnement et les réponses ne sont pas, je dirais, illogiques avec l'éducation et l'instruction qu'ils ont reçue. Le discours et le vocabulaire employés vont dans le même sens. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que on a parlé de difficultés, de traumatisme, de difficultés de dépasser l'événement, de traumatisme, de souffrance, etc. Il semble que la jeune génération, donc, a dépassé, la jeune génération qui n'a pas vécu du tout l'événement, a dépassé donc ce traumatisme, porte parfois un jugement qui ne comprend pas le contexte lui-même du conflit algérien et de l'Algérie française. C'est donc une porte ouverte à peut-être des questions ou à d'autres études. Je vous remercie. Alors, il nous reste presque un petit quart d'heure pour les personnes qui voudraient poser des questions ou réagir. Ça serait... Il n'y a pas de lumière parce que là, c'est un peu tristounet, tout ça. On finit dans le noir. Bon, écoutez... voilà. Donc, question, monsieur. C'est pas tout à fait une question. Oui, question ou réaction, bien sûr. Est-ce que Mme Dupinet-Bedford ne pourrait pas joindre une autre question à son sondage? Est-ce que la guerre d'Algérie est-elle vraiment finie? Est-ce que la guerre d'Algérie est finie? Oui, c'est vrai, c'est une belle question. Oui. Tellement finie. D'autres réactions, questions? Je sais que vous êtes peut-être un peu assommé par cette journée d'études. La désinformation, les jeunes, leur réponse, confirmation, cette désinformation. On n'a pas dit toute la vérité, alors oui, forcément, il n'y a que l'armée française qui torturait, il n'y a que l'armée française toujours qu'on met. C'est donc, ça vient de la façon dont on enseigne l'histoire à nos enfants. On aime... Madame, je m'excuse, madame, mais vous avez des historiens éminents comme Benjamin Stora qui pourvoient tout ça. Mais bon, je ne sais pas moi, mais ce serait normal qu'ils connaissent l'histoire dans toute sa vérité. Voilà ce qu'on demande. Je ne dis pas que ce soit bien ou mal ce qui s'est passé, mais il faut dire la vérité aux enfants. Et ça, je le regrette, je suis moi-même enseignante et je déplore cette façon de tronquer l'histoire. Voilà. Alors, d'autres questions ou réactions? je voudrais juste répondre par rapport à la question de l'enseignement, parce que du coup, je me suis penchée sur les manuels du secondaire concernant justement l'enseignement de la guerre d'Algérie. Il y a une réforme très récente qui est rentrée donc en ligne de compte. La guerre d'Algérie, par exemple, dans les sections d'enseignement général, est enseignée maintenant en première. Et ce que l'on voit apparaître quand même, c'est qu'il y a eu un renforcement des connaissances, des choses précises ont été rajoutées. Alors, toute la question quand même dans les programmes scolaires à chaque fois, c'est de faire effectivement des choix. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord, effectivement, donc là, l'opinion est libre. Mais il y a des choix à faire pour pouvoir boucler le programme, parce que c'est toujours l'impératif. Il n'y avait pas de choix, hein. C'était orienté, bien dirigé. À la maison du rapatrié, il y a eu 8 jeunes qui sont venus en équipe. Parlez dans le micro, madame, s'il vous plaît. À la maison du rapatrié, il y a 4 jeunes qui sont venus une première fois et 4 autres jeunes qui sont venus après se renseigner sur l'Algérie parce qu'ils avaient un devoir à faire. Ouais. J'ai dit, vous êtes allés en Algérie en 1830 pour prendre leur pétrole. Mais alors vous étiez algérien parce que vous habitiez en Algérie. Mais alors quand vous êtes partis, vous avez tout emporté. Ils ont une méconnaissance absolue de ce qu'était l'Algérie. Absolue.
La seule chose qui est passée, c'est l'idéologie qu'on leur a fourrée dans la tête. C'est le sondage, oui, rend compte en fait de choix effectivement qui ont été faits, en sachant que les étudiants qui ont répondu donc n'ont pas bénéficié de la nouvelle réforme puisqu'ils sont rentrés avant à l'IEP. Donc ça c'est une chose. Alors effectivement après qu'il y ait des lacunes, et c'est pour ça je dirais peut-être toute la différence par exemple entre. Alors je n'ai pas du tout demandé dans le sondage si ils étaient issus, par exemple, s'ils avaient des parents, grands-parents pieds noirs ou pas, ou harkis, ça je n'ai pas du tout demandé. Mais il aurait pu être intéressant effectivement de le demander à titre anonyme pour essayer de voir si ça orientait différemment les réponses. Enfin, il a quand même fallu 50 ans pour commencer à modifier un petit peu les programmes scolaires. 5 ans. Pendant très longtemps, on n'en parlait pas du tout. Et je pense que si toute la vérité était dite, par exemple, c'est vrai que le pays a été construit pendant la colonisation. Hein, le nom de Algérie, c'était en 1939, ça a été donné. Nos enfants ne savent même pas qu'il y avait des Turcs, dont leur indépendance, ils n'en avaient pas beaucoup. Eh bien, je pense que même ce serait bénéfique pour nous et pour les Algériens. Les Algériens qui aussi ont leur mot à dire. C'est vrai qu'il y avait de la misère, c'est la vérité, mais la misère, elle était pour beaucoup aussi de pieds noirs. Et on n'a pas donné le temps au temps de faire ce qui devait être fait. Mais les écoles, il y en avait. Il y en avait et c'était de belles écoles, bien construites. Quand je suis arrivée en France, j'ai été dans une petite école maternelle, j'ai été nommée. Et en rentrant chez moi, j'ai dit à mon mari, mon Dieu, que c'est petit, que c'est à côté des écoles que j'ai vues chez nous. Ça a existé. Et ça, ils ne le savent pas, les Algériens. Ils pensent que c'est pas vrai. Et pourtant, c'est vrai. Et puis, les petites filles ne pouvaient pas aller à l'école. Ça a été que plus tard qu'elles ont pu aller à l'école. Il y avait tout un tas de problèmes qui a fait qu'on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on souhaitait. Voilà. Et je pense que si on disait la vérité, eh ben, il y aurait moins de problèmes, même qui existent encore entre nous. Il y a une question. Merci. Il y a une question au fond. Alors, c'est pas une question, c'est une réaction. Hein. une réaction par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Oui. Emmanuel Combat, notamment dans le rappel sur le problème de Harki, et on peut noter notamment dans l'Assemblée. Attendez, on n'a pas entendu. Je disais que c'était une réaction que je voulais faire plutôt par rapport à l'intervention d'Emmanuel Combat tout à l'heure. Donc je rappelle que je suis moi-même fils de harki, donc mon papa est décédé maintenant. Il est vrai qu'on peut noter dans l'Assemblée le peu de représentation de la communauté harki. Je crois qu'il est clair. Donc on peut déjà se demander, est-ce que cette communauté est vraiment visible au niveau de la nation. D'autre part, j'ai pu noter aussi au niveau des intervenants qu'on évoquait souvent le cas harki. On a parlé des harkis, on en a déjà discuté, on en a dit, mais finalement, qu'est-ce qui a été réellement dit sur les harkis? Non, il y a une éviction qui est faite, et je crois que, pour m'inscrire dans ce que disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, est-ce que vraiment la guerre d'Algérie est terminée? Je pense qu'elle sera vraiment terminée que quand la France et l'Algérie sera capable de regarder en face ce qu'elle a fait et ce qu'elle continue à faire aux harkis et à leurs enfants. Et bon, j'en suis preuve vivante pour l'avoir vécu. Et je pense qu'il n'y a qu'à ce moment-là que la guerre d'Algérie sera réellement terminée. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais dans le tram à Lyon et j'ai entendu à côté de moi des jeunes qui avaient à peine 25-30 ans et qui disaient, en parlant des événements qui se passent en France et des difficultés des jeunes, c'est sans doute les fils d'harkis. Donc j'avais envie de reprendre ce qui avait été dit par Emmanuel Combat tout à l'heure. Elle disait, en parlant des fils de pieds noirs, ils sont d'ici et ils sont de là-bas. Donc ma question, c'est nous, les enfants d'harkis, on est d'où? Là-bas, on n'est pas algérien. Ici, on n'est pas français. Ou en tout cas, on ne nous fait pas sentir. On est basanés, on est musulmans. On est quoi et on est d'où? Donc ça, c'est la vraie question. Et je pense que l'Algérie pourra se réconcilier avec la France qu'à ce moment-là, où on aura quand même répondu, et ne serait-ce que, enfin, dire les choses en face. Et une dame tout à l'heure disait qu'effectivement, il faut dire la vérité à nos enfants et je pense que je suis d'accord avec elle, il faut dire ce qui s'est passé d'une part et d'autre, et notamment le sort des harkis fait partie aussi de l'histoire, et on doit lever ce voile-là. Voilà, merci. Merci. Alors, Françoise, et puis après, Pierre. Cette fois-ci, c'est pas mon témoignage de pieds noirs. Enfin, moi, je veux dire quand même que je me reconnais assez dans la description qu'Emmanuel a faite des enfants de pieds noirs. Je voulais simplement revenir sur cette histoire de la colonisation
Et quand même, ce qui m'a frappé dans tout ce qui a été dit ce matin, c'est que finalement, les SAS, excusez-moi, mais ça m'a amené deux réflexions. D'une part, qu'ils ont fait un travail qui n'avait pas été fait auparavant. Et deuxièmement, je tiens à les saluer parce que quand même, ils ont beaucoup avalé de couleuvres. Et que ce que je vais retenir de cette journée, c'est que les politiques... j'ai pas beaucoup appris sur les politiques aujourd'hui parce que je savais déjà comment se tenir. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même mesuré ce matin. J'ai mesuré vraiment de très près ce qu'a dû être le drame des militaires de carrière en Algérie. Voilà. Et ça, tu ne seras pas venu pour rien, François. Voilà, exactement. C'était très intéressant pour moi. Non, mais c'est bien que tu réagisses comme ça. Pierre. Ah oui, vous aviez demandé la parole il y a un petit moment déjà. Pardon. Très rapide, c'est simplement pour rendre hommage à l'honnêteté dont fait preuve l'IEP de Grenoble, qui ressort même dans les résultats de ce sondage où on voit que vos étudiants sont moins formatés que dans d'autres universités. Mais là, ils sont à l'entrée. Après, oui. À la sortie, d'accord. Complètement formaté. Enfin, je peux dire je connais certains IEP où on n'aurait pas organisé une journée comme celle-là. Voilà, et je vous en remercie. Pierre, là, il lève le doigt modestement. Tu parles pas des staliniens, hein? Non. Deux réactions. Non, pas ici, on peut faire un colloque sur les staliniens. Rapide. L'association d'anciens combattants que je représente dans ce colloque a un groupe de harkis. La difficulté principale, c'est la barrière du langage qui leur permet d'exister et de poser les problèmes qu'ils peuvent avoir dans la société française. C'est pour ça que les enfants de harkis, comme M. Aounit, sont les bienvenus dans nos associations pour faire avancer leur cause. La deuxième chose, et ça je me tourne vers les professeurs d'histoire, je suis étonné que vous ne soyez pas indignés par le comportement des politiques français au plus haut niveau, à quelques jours ou semaines d'un voyage en Algérie, qui vont travestir complètement l'histoire, évoquons en particulier l'interprétation présidentielle des événements d'octobre 61, sans beaucoup de réponses, sans doute texte écrit par M. Benjamin Stora. Voilà. On ne peut pas toujours répondre comme M. Longuet. Hein, donc, Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, puisque... Oui, pardon, madame. Oui, moi je me demande pourquoi on parle toujours du gros colon et jamais du brave enseignant. Pourquoi ? Parce que ma belle famille était constituée de 2 enseignants hors ligne. Dans la petite ville d'Agbou, 10 000 habitants, 9 000 et quelques Kabyles, et le reste des Français. Enfin, des Français européens. Et ma belle-mère tenait la classe d'initiation. C'est-à-dire qu'elle recevait les petits Kabyles qui ne parlaient pas un mot de français, et elle leur apprenait les premiers mots de français. Ensuite, ces enfants passaient dans les classes au-dessus, bien sûr, et les instituteurs étaient presque tous des anciens élèves. Plus tard, l'école d'Agbou est devenue un cours complémentaire. Et donc, ces instituteurs, moi je les ai entendus, enseignaient l'anglais, par exemple, et étaient tous appelés avec beaucoup de respect. Je me souviens de M. Abdelwahab, de M. Hamou, de M. Azi, des noms qui me reviennent d'instituteurs kabyles qui étaient extrêmement respectés et tenus à égalité avec les quelques instituteurs français. Mon beau-père s'appelait Albert Cotresse et tout le monde le connaissait dans l'académie d'Alger-Constantine. Il était absolument intransigeant sur la réussite de l'enseignement de cette école. Il ne tolérait pas un seul échec aux examens. Et cette école marchait de façon merveilleuse, de sorte qu'on a demandé à mon beau-père de s'en aller à Alger où il pouvait évidemment montrer ses talents. Et il n'a pas voulu.
il était d'Agbou, il aimait les Kabyles l'aimaient, ma belle-mère pareil, mais ça, j'en ai jamais entendu parler, j'entends toujours parler des gros colons. Ben moi je vous dirais qu'il y avait de très 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 braves instituteurs et des gens qui ont fait beaucoup de bien à l'Algérie. Merci. Je voudrais dire simplement un mot. Les communications du colloque feront l'objet d'une publication qui sera beaucoup plus volumineuse que le temps imparti trop court dont on a disposé pour le laisser penser. Et éventuellement y ajouter d'autres choses. Et éventuellement ajouter d'autres notamment sur la mémoire des harkis, je pense. Voilà. Donc, ça manque un tout petit peu. On travaillera dès demain matin à l'aube à la préparation. Attends la semaine prochaine. De cette publication. Voilà, en tout cas, il me reste à vous remercier d'être venus tous, de passer toute la journée avec nous et de votre patience. Merci beaucoup. Nous n'avons pas toujours des publics aussi nombreux, aussi